16 mai 1940, 9 heures du matin, quai d'Orsay. Paul Reynaud tient un combiné téléphonique contre son oreille. Au bout du fil, Londres. Winston Churchill, deuxième jour comme Premier ministre britannique, écoute en silence. Reynaud prononce une phrase en anglais, lentement, avec son accent français impeccable. « We are beaten. » Nous sommes battus. Dans la cour du ministère, des secrétaires brûlent les archives diplomatiques de la Troisième République dans des bidons en métal. Les panzers allemands sont à 180 km de Paris. Reynaud demande 10 escadrilles de chasseurs britanniques, tout de suite. Churchill ne répond pas pendant 4 secondes. 4 secondes. C'est le temps qu'il faut à un homme pour comprendre qu'il va devoir choisir entre sauver un allié ou sauver son propre pays. L'après-midi du même jour, Churchill prend l'avion pour Paris. Il atterrit au Bourget en début de soirée et fonce au quai d'Orsay. Reynaud l'attend avec le commandant en chef des armées françaises, le général Maurice Gamelin. La carte de France est étalée sur une grande table. Gamelin parle pendant 5 minutes, d'une voix monocorde, en montrant la trouée de Sedan. Churchill attend qu'il finisse, puis pose une question simple, en français, qu'il a préparée dans sa tête pendant tout le vol. Où est la masse de manœuvre? Gamelin lève les yeux, hausse les épaules et répond un seul mot. Aucune. Churchill écrira plus tard que ce fut l'un des moments les plus terribles de sa vie. Mais ce que Churchill ne dit pas à Reynaud ce soir-là, c'est que la décision concernant les chasseurs britanniques a déjà été prise. Pas par lui. Par un autre homme, dont Reynaud ne connaît probablement pas le nom. Retour en arrière de quelques jours. 10 mai 1940, 5h30 du matin. Les Allemands attaquent la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. La Royal Air Force a déjà des chasseurs en France depuis l'automne précédent, 4 escadrilles environ. Toutes équipées de Hawker Hurricane, pas un seul Supermarine Spitfire. Pas un. Le meilleur chasseur britannique, celui dont la presse parle déjà comme d'une merveille technique, est resté de l'autre côté de la Manche. Parce qu'un homme à Bentley Priory l'a décidé en avril. Et cet homme refuse de changer d'avis. Bentley Priory, manoir géorgien dans la banlieue nord-ouest de Londres, quartier général du Fighter Command. Le maréchal en chef de l'air Hugh Dowding y travaille 16 heures par jour. Crâne dégarni, regard pâle, pas de sourire jamais. Ses subordonnés l'appellent Stuffy, le coincé. C'est un compliment et une moquerie en même temps. Dowding est l'un des rares officiers supérieurs qui a calculé, mathématiquement, combien d'escadrilles il faut pour défendre la Grande-Bretagne contre une attaque allemande totale. Le chiffre qu'il a obtenu en 1939 était 52. Il en a 40. Et chaque jour qui passe, on lui en demande plus pour la France. Dowding fait quelque chose qu'un militaire britannique ne fait presque jamais. Il écrit directement au cabinet de guerre. Une lettre formelle, datée du 16 mai, c'est-à-dire le jour exact où Reynaud appelle Churchill au téléphone. Coïncidence parfaite. Dowding écrit, en substance, que si on continue à envoyer des escadrilles de chasseurs en France, l'aviation britannique sera détruite avant même que la bataille pour l'Angleterre ne commence. Il termine sa lettre par une phrase qui équivaut à une menace de démission. Si ces recommandations ne sont pas suivies, écrit-il, il décline toute responsabilité pour la défaite finale de son pays. Cette lettre arrive sur le bureau de Churchill quelques heures après son retour de Paris. Churchill la lit. Il comprend. Voici l'absurdité totale de ce moment historique. Le sort de la France, en mai 1940, ne se joue pas dans les couloirs du quai d'Orsay. Il ne se joue pas non plus à Berlin. Il se joue dans un manoir géorgien anglais, sous une lampe de bureau, dans la lettre dactylographiée d'un maréchal de l'air chauve que personne en France n'a jamais entendu nommer. Un seul document, et tout bascule. Pourquoi Dowding se bat-il aussi farouchement pour garder ses Spitfire? Parce qu'il sait quelque chose que la majorité de ses collègues ne savent pas encore. Il sait que ce chasseur n'est pas seulement un bon avion. C'est un avion presque impossible à fabriquer en série. Chaque exemplaire qui sort des usines britanniques représente des milliers d'heures de travail manuel. Si on en perd un en France, on ne le remplacera pas avant des semaines. L'usine qui devait produire des Spitfire en masse, l'énorme complexe de Castle Bromwich près de Birmingham, n'a livré pratiquement aucun appareil pendant toute l'année 1939.
Le programme est en faillite industrielle. La Grande-Bretagne, au printemps 1940, possède son meilleur chasseur en quantité ridicule. Et l'homme qui les commande refuse de les donner, même pour sauver son plus vieil allié. Pendant que Dowding écrit sa lettre, à Paris, les escadrilles françaises Morane et Curtis sont massacrées au-dessus de Sedan. Les pilotes français se battent à 1 contre 4, parfois à 1 contre 6. Beaucoup ne reviennent pas. La situation que Reynaud décrit à Churchill au téléphone n'est pas exagérée. Elle est sous-estimée. Le 17 mai, Churchill réunit son cabinet de guerre. Il lit la lettre de Dowding à voix haute. Le cabinet vote. Décision, pas un Spitfire de plus pour la France. Reynaud ne sera informé que par un télégramme diplomatique courtois, dans lequel le mot « non » n'apparaît jamais directement. 3 semaines plus tard, le 14 juin, les Allemands entrent dans Paris. Reynaud démissionne le 16. Le 17, le maréchal Pétain demande l'armistice à la radio. La France est tombée en 6 semaines exactement. Et au-dessus de la Manche, dans les hangars dispersés du sud de l'Angleterre, les Spitfire que la France n'a jamais reçus attendent leur tour. Comment un avion qu'aucune usine britannique n'arrivait à construire à temps a-t-il pu, presque par miracle, sortir des chaînes de montage en quantité suffisante au moment précis où l'Angleterre allait en avoir besoin? Qui a fait basculer l'industrie britannique en quelques semaines? Et au prix de quoi? Castle Bromwich, banlieue est de Birmingham, été 1939. Une usine immense, la plus grande de Grande-Bretagne consacrée à un seul appareil militaire. 300 hectares. Le ministère de l'Air l'a financé pour une raison unique, produire des Spitfire en masse. 1000 appareils par an, c'est l'objectif fixé. Le contrat a été confié à un homme dont le nom est synonyme d'efficacité industrielle dans tout l'Empire britannique, Lord Nuffield, de son vrai nom William Morris, le roi de l'automobile britannique. Celui qui a inventé la voiture populaire au Royaume-Uni. Un homme qui sait construire en série mieux que personne. Et pourtant, 1 an plus tard, Castle Bromwich est devenu un mot honteux dans les couloirs du ministère de l'Air. Voici le chiffre. Pour toute l'année 1939, l'usine n'a livré exactement aucun Spitfire à la Royal Air Force. Pas un seul. Au printemps 40, alors que les Allemands se préparent à envahir la Belgique, le compteur affiche 10 appareils sortis des chaînes. 10. La différence avec l'objectif est tellement énorme qu'au début, personne au sein du ministère ne veut y croire. On envoie un inspecteur. Il revient à Londres en disant qu'il ne comprend pas ce qu'il a vu. Des hangars vides, des chaînes de montage à l'arrêt et nulle part des avions terminés. Pourquoi? Parce que Lord Nuffield a essayé de fabriquer un Spitfire comme on fabrique une voiture. Et le Spitfire n'est pas une voiture. Les ouvriers qu'il a embauchés viennent de l'industrie automobile. Ils savent visser des portières et monter des moteurs sur des châssis standardisés, mais ils ne comprennent rien aux tolérances aéronautiques, où une erreur d'1 dixième de millimètre suffit à rendre une pièce inutilisable. Pendant des mois, les chaînes accumulent les pièces défectueuses. L'ironie est cruelle. L'homme choisi pour produire en masse l'avion le plus moderne de Grande-Bretagne est précisément celui dont la méthode industrielle est incompatible avec cet avion. Et cette incompatibilité, personne ne l'a vu venir, parce que tout le monde supposait que produire un avion était comme produire une voiture, en plus grand. Au début mai 1940, le ministère envoie un haut fonctionnaire faire le point à Castle Bromwich. Le rapport qu'il rapporte tient en quelques lignes, mais contient une phrase qui fait sursauter Churchill quand on la lui lit. « À ce rythme, écrit le fonctionnaire, l'usine ne produira pas suffisamment de Spitfire pour remplacer les pertes de la prochaine bataille, quelle qu'elle soit. » La conclusion est claire. Si l'Allemagne attaque la Grande-Bretagne dans les mois qui viennent, le Fighter Command sera détruit faute de remplacement. C'est à ce moment précis qu'entre en scène un personnage que les historiens britanniques décrivent encore aujourd'hui comme l'homme le plus brutal jamais nommé à un poste ministériel sous la couronne. William Maxwell Aitken. Mieux connu sous le titre que lui ont valu ses millions et son réseau politique, Lord Beaverbrook. Magnat de la presse, propriétaire du Daily Express, ami personnel de Churchill depuis 20 ans et grossier comme un docker du port de Liverpool.
Le 14 mai 1940, Churchill crée pour lui un ministère qui n'existait pas la veille, Ministry of Aircraft Production. Et Beaverbrook entre en fonction le jour même. Sa première décision tient en une phrase. Il convoque tous les responsables de la production aéronautique dans son nouveau bureau, sans préavis, et leur demande qui dirige Castle Bromwich. Quand on lui répond, il décroche le téléphone devant tout le monde, appelle directement Lord Neuffield et lui dit qu'à compter de cet instant, l'usine ne lui appartient plus. Neuffield, blessé dans son orgueil, démissionne du conseil consultatif du ministère le lendemain. Beaverbrook s'en moque éperdument. Il transfère la gestion de Castle Bromwich à Vickers Supermarine, c'est-à-dire à l'entreprise qui a conçu l'avion. Et il leur donne 6 semaines. 6 semaines pour faire fonctionner ce qui n'a pas fonctionné en 1 an. Ce qui se passe ensuite ressemble à un miracle industriel. Vickers envoie ses propres contremaîtres à Birmingham. Il licencie sans pitié les chefs d'atelier issus de l'automobile. Il retravaille les outillages, il forme des équipes de nuit. Beaverbrook, lui, fait quelque chose que personne n'avait osé. Il publie dans son propre journal des appels au public britannique pour livrer du métal, des casseroles, des grilles de jardin, n'importe quoi en aluminium. Les ménagères apportent leurs ustensiles de cuisine. Tout cela est probablement inutile sur le plan technique. Mais le moral remonte d'un coup, et Beaverbrook le sait. Fin juin 1940, Castle Bromwich livre ses premiers Spitfire en série. Pas 10 par an, 10 par semaine, puis 20, puis 30. À la fin de l'été, l'usine atteint un rythme que personne n'aurait cru possible 6 mois plus tôt. Et c'est à ce moment-là, exactement, que les premiers chasseurs allemands commencent à apparaître au-dessus du Kent. La bataille d'Angleterre commence officiellement le 10 juillet. Mais une question demeure. Comment un avion aussi difficile à fabriquer que celui-là a-t-il jamais été conçu ? Qui a dessiné une machine que même la plus grande puissance industrielle d'Europe occidentale n'arrivait pas à produire correctement ? Et pourquoi ce dessin contenait-il une forme de courbe que les ouvriers de Birmingham détestaient plus que tout au monde ? 7 septembre 1929, baie de Calshot, embouchure du Solent, côte sud de l'Angleterre. Un ciel gris, une foule de 100 000 personnes massées sur les digues. Au large, 6 bouées délimitent un parcours triangulaire de 50 km au-dessus de l'eau. C'est la dernière manche de la Coupe Schneider, le trophée le plus prestigieux de l'aviation civile mondiale. Une compétition d'hydravions de course dotée d'un prix énorme et d'une gloire nationale plus grande encore. L'Italie fasciste y engage tout son orgueil. Restent les Britanniques. Et leur appareil a été dessiné par un ingénieur jusqu'alors inconnu du grand public, employé d'une petite entreprise de Southampton appelée Supermarine. Son nom ? Reginald Joseph Mitchell. L'hydravion qu'il présente ce jour-là s'appelle le S.6. Une fusée volante posée sur 2 flotteurs, équipée d'un moteur Rolls-Royce surcompressé qui développe une puissance qu'aucun avion militaire de l'époque ne peut approcher. Le pilote, le lieutenant Henry Waghorn de la Royal Air Force, décolle dans un rugissement qui fait vibrer les vitres des maisons de Southampton. Quand il franchit la ligne d'arrivée, les chronomètres indiquent une vitesse moyenne supérieure à 528 km/h. C'est un record mondial. Personne dans la foule ne comprend qu'il vient d'assister à la naissance du chasseur qui sauvera son pays 11 ans plus tard. Mitchell, lui, le sait. Ou plutôt il le devine. Car ce qu'il a appris en concevant les hydravions de course pour Supermarine, depuis le début des années 20, ne ressemble en rien à ce qu'on enseigne dans les écoles d'aéronautique militaire. Sur les courses Schneider, chaque kilomètre par heure gagné se paie en années de calcul. Chaque gramme superflu fait perdre le trophée. Quand le ministère de l'Air britannique demande, au début des années 30, des projets pour un nouveau chasseur, il s'attend à recevoir des biplans en toile et bois, robustes, simples, lents. C'est ce qu'il commande. Et c'est ce qu'il obtient des grands industriels. Mitchell envoie sa première proposition militaire en 1934. Elle est refusée. Le ministère trouve son projet trop radical, trop coûteux. Mitchell ne se décourage pas. Il continue à travailler, en partie sur fonds propres de Supermarine, sans contrat officiel, en appliquant ce qu'il a appris sur les hydravions de course. Et c'est là qu'il prend la décision qui va définir l'histoire entière du Spitfire.
Une décision purement mathématique, prise avec un jeune aérodynamicien d'origine canadienne entré chez Supermarine quelques années plus tôt, Beverley Shenstone. Les calculs montrent qu'une aile de forme elliptique offre la résistance induite la plus faible possible pour une surface portante donnée. C'est une équation. La beauté de la courbe est un effet secondaire de la formule. Voici l'absurdité fondamentale du Spitfire. La forme la plus célèbre de l'histoire de l'aviation, celle que tout enfant britannique reconnaît au premier coup d'œil, a été choisie par calcul froid pour économiser quelques pourcents de traînée. Mitchell ne cherchait pas à faire un avion magnifique. Il cherchait à faire un avion rapide. Le reste a suivi. 5 mars 1936, aérodrome d'Eastleigh, près de Southampton. Un prototype non peint, poli jusqu'au reflet d'un miroir bleuté, est sorti d'un hangar le matin même. Numéro de série K5054. À côté, le pilote d'essai de Vickers, Joseph Summers, surnommé Mutt par tous ceux qui l'ont jamais croisé. Le pilote d'essai le plus expérimenté du Royaume-Uni. Il s'installe dans le cockpit étroit, ajuste son casque de cuir, fait signe au mécanicien. Le Rolls-Royce Merlin démarre dans un nuage bleu de fumée d'huile. Summers décolle, monte, tourne au-dessus d'Eastleigh pendant un peu moins de 10 minutes et se pose. Quand il sort du cockpit, il dit aux ingénieurs autour de lui qu'il ne faut absolument rien toucher avant le prochain vol. La phrase est restée. Elle signifie qu'il sait qu'il vient de piloter quelque chose d'extraordinaire. Le ministère de l'Air signe un contrat pour 310 appareils dans les semaines qui suivent. Pour la première fois, la Royal Air Force possède un chasseur capable de dépasser les 550 km/h en palier. Mais ce que personne au ministère n'a encore mesuré, c'est le prix industriel que cette aile elliptique va coûter à la Grande-Bretagne. Voici la facture. Dans une aile rectangulaire classique, comme celle du Hurricane de Sidney Cam, les nervures sont identiques. On en fabrique 1000, on les empile, on les pose. Dans une aile elliptique, chaque nervure a une longueur, une courbure et un angle différents. Pas une seule ne ressemble à sa voisine. Chaque pièce exige son propre gabarit, son propre contrôle, son propre ouvrier formé. Un Spitfire demande entre 2 et 3 fois plus d'heures de main-d'œuvre qu'un Hurricane pour sortir d'usine. La beauté que Mitchell a obtenue par accident mathématique est devenue, 10 ans plus tard, le cauchemar des ouvrières de Castle Bromwich qui plient à la main, l'une après l'autre, des centaines de petites pièces métalliques uniques. Et la question qui se pose alors est terrible. Qu'arrive-t-il quand une nation en guerre est obligée de se battre avec une arme dont la fabrication exige plus de temps qu'elle n'en a? La bataille qui se prépare au-dessus du sud de l'Angleterre va répondre à cette question dans son sang. 15 août 1940, 11h30 du matin. Une station radar perchée sur la falaise crayeuse de Furness Point, à l'extrémité orientale du Kent, capte une masse confuse de signaux au-dessus de la mer du Nord. L'opératrice, une jeune femme du Women's Auxiliary Air Force âgée de 21 ans, transmet les coordonnées à un téléphone de campagne. Le message remonte une chaîne souterraine de câbles téléphoniques jusqu'à une salle voûtée, profondément enterrée sous le manoir de Bentley Priory. Là, sur une immense table de bois recouverte d'une carte de l'Angleterre, des jeunes femmes en uniforme bleu poussent avec de longs râteaux des petits jetons en bois représentant les escadrilles allemandes en approche. Au-dessus de la table, sur une mezzanine, Hugh Dowding observe en silence. Ce que Furness Point vient de capter, c'est la plus grande attaque aérienne jamais lancée contre une nation depuis l'invention du moteur à explosion. Près de 2000 appareils allemands sont en route. Les Allemands appelleront cette journée Adlertag, le jour de l'aigle. Ce qui se passe ce matin-là dans la salle souterraine n'a aucun précédent dans l'histoire militaire. Pour la première fois, une bataille aérienne est dirigée en temps réel depuis le sol par un seul homme qui voit, sur une carte, l'intégralité du ciel d'un pays. Dowding ne pilote rien. Il décide simplement, à chaque minute, quelles escadrilles décollent, lesquelles attendent, lesquelles vont au combat et lesquelles restent en réserve pour la vague suivante. Il économise ses forces avec une obsession qui frôle l'avarice. Ses subordonnés le détestent souvent pour ça. Il voudrait lancer tout, partout, immédiatement. Dowding refuse. Si on engage trop de Spitfire en même temps, il n'en restera plus pour l'attaque du lendemain.
Et il y aura un lendemain. Pendant ce temps, à 6000 mètres au-dessus du Sussex, les pilotes britanniques montent à la rencontre des Heinkel et des Messerschmitt. Voici ce que vit un pilote de Spitfire à cet instant. Pas de cabine pressurisée, une combinaison de cuir doublée, un masque à oxygène mal ajusté, une température extérieure de moins 40 degrés Celsius et surtout, aucune combinaison anti-G. Quand un Spitfire tourne brutalement en virage serré pour échapper à un Bf-109, son pilote subit jusqu'à 6 fois la gravité terrestre pendant plusieurs secondes. Le sang quitte le cerveau, descend vers les jambes. La vision se trouble, devient grise, puis noire. Le pilote perd conscience pendant quelques instants. Quand il revient à lui, il continue le combat. La bataille d'Angleterre se joue à la frontière exacte de la physiologie humaine. L'arme du Spitfire, c'est une rafale de 3 secondes. 8 mitrailleuses Browning calibre 7 et 70 mm réparties dans les 2 ailes elliptiques, 4 de chaque côté. Quand le pilote appuie sur le bouton de tir au sommet du manche, les 8 canons crachent simultanément près de 120 balles à la seconde. En 3 secondes, c'est terminé. Les chargeurs sont vides. Le pilote n'a pas droit à l'erreur. La fenêtre utile, dans un combat tournoyant à plus de 500 km/h, se mesure en dixièmes de seconde. Les pilotes les plus efficaces apprennent à attendre que l'avion ennemi remplisse complètement leur viseur. C'est-à-dire à 300 mètres, parfois moins. À cette distance, ils voient le visage du pilote allemand. Et maintenant, voici la vérité que les manuels d'histoire britanniques ont mis 40 ans à reconnaître. Pendant toute la bataille d'Angleterre, le Spitfire n'a pas été l'avion qui a abattu le plus d'ennemis. Loin de là. Le Hawker Hurricane, plus lent, plus carré, plus simple, plus nombreux, a remporté davantage de victoires confirmées que son cousin élégant. Selon les estimations les plus citées par les historiens militaires, environ 60% des appareils allemands détruits durant l'été 40 l'ont été par des Hurricanes. Mais dans la presse, dans les actualités cinématographiques, dans les chansons populaires, c'est le Spitfire qui a sauvé l'Angleterre. Sidney Cam, le concepteur du Hurricane, vivra encore plus de 30 ans après la bataille. On dit qu'il n'a jamais accepté cette injustice. L'autre vérité oubliée porte un nom polonais. Le 30 août 40, l'escadrille 303, composée presque entièrement de pilotes polonais ayant fui leur pays envahi puis fui la France écrasée, est enfin autorisée à participer au combat. La Royal Air Force avait jusqu'alors refusé de les engager, persuadée qu'ils ne maîtrisaient pas suffisamment l'anglais pour comprendre les ordres radio. En 6 semaines de combat, l'escadrille 303 devient l'unité la plus efficace de toute la bataille d'Angleterre, britanniques inclus. 126 victoires confirmées en 1 mois et demi. Leurs pilotes volent sur Hurricane, pas sur Spitfire. Beaucoup d'entre eux, après la victoire, ne pourront jamais rentrer chez eux. Leur pays sera offert à Staline lors d'une conférence à laquelle aucun Polonais ne sera invité. Le 17 septembre 1940, après plus de 2 mois d'attaques continues, Hermann Göring et Adolf Hitler renoncent. L'opération Seelöwe, le débarquement allemand sur les côtes anglaises, est officiellement reportée. Quelques semaines plus tard, elle sera annulée. La Grande-Bretagne a tenu. Et pendant que Londres pavoise, Paul Reynaud n'est plus Premier ministre depuis 3 mois. Il est en résidence surveillée quelque part dans le centre de la France. Les Spitfire qu'il avait demandés volent enfin en grand nombre, mais ils volent au-dessus du mauvais pays. Que se passe-t-il quand l'avion qui n'est jamais venu sauver la France finit par arriver sous pavillon français pour faire la guerre à quelqu'un d'autre? 15 novembre 1941, base aérienne de Turnhouse, près d'Édimbourg, Écosse. Un homme en uniforme bleu de la Royal Air Force monte dans un Spitfire Mark II dont la queue porte une cocarde tricolore française à côté des anneaux britanniques. Sur le fuselage, juste derrière le cockpit, 2 mots peints au pochoir. Île-de-France. C'est le nom officiel de la première escadrille de chasse française intégrée à la RAF, le Squadron 340. Ces pilotes sont tous des hommes qui ont traversé la Manche dans des conditions invraisemblables après la chute de leur pays. Certains en barque de pêche depuis la Bretagne, d'autres à pied à travers les Pyrénées, puis Gibraltar, puis Liverpool.
Beaucoup ont été condamnés à mort par contumace par le régime de Vichy, et tous sont en train de monter, pour la première fois, dans l'avion que leur Premier ministre avait supplié Churchill d'envoyer en France 18 mois plus tôt. L'ironie n'échappe à personne dans l'escadrille. Mais ils n'en parlent pas. Ils ont une guerre à faire. Voici comment cette guerre se déroule pour eux. Décollage de Biggin Hill ou de Tangmere dans le sud de l'Angleterre. Cap sud-est. Traversée de la Manche en moins de 10 minutes. Et puis, soudain, sous les ailes elliptiques de leur Spitfire, la France. Leur France. Les villages normands, les clochers picards, les forêts qu'ils connaissaient enfants. Sauf qu'en dessous, il y a maintenant des soldats allemands, des batteries anti-aériennes allemandes, et leurs propres compatriotes qui regardent passer ces avions étrangers sans savoir que dans les cockpits, il y a des Français. La consigne radio est stricte. On ne parle pas en français sur les ondes au-dessus du territoire occupé. La Gestapo écoute. Si elle identifie un pilote français de la RAF, elle remonte jusqu'à sa famille restée au pays. Le squadron 340 perdra plus du tiers de ses pilotes au cours de la guerre. Certains seront abattus au-dessus de la Manche, d'autres au-dessus de Calais, d'Amiens, de Rouen. Pendant l'occupation, des paysans normands ont enterré secrètement des aviateurs en uniforme britannique, sans savoir que sous l'uniforme bleu, il y avait un homme né à Bordeaux ou à Lyon. Mais l'histoire ne s'arrête pas en 1945. Et c'est ici que le destin du Spitfire devient absurde au-delà de toute fiction. Quelques mois après la capitulation allemande, l'armée de l'air française, qui n'avait jamais reçu un seul Spitfire pendant la bataille de France, se voit livrer plusieurs centaines d'appareils par les Britanniques. Des Mark V, des Mark IX, des modèles de fin de série dont la RAF n'a plus besoin maintenant que les jets arrivent. Les cocardes britanniques sont effacées. Les cocardes françaises tricolores sont peintes par-dessus. L'avion que la France attendait en juin 40 arrive enfin, en quantité, en 1945, avec 5 ans de retard. Et les autorités françaises savent exactement quoi en faire. Pas en Europe, en Indochine. Janvier 1947, terrain d'aviation de Tan Son Nhut, près de Saïgon. Une dizaine de Spitfire Mark IX aux couleurs de l'armée de l'air française attendent sous un soleil tropical qui cuit le métal des fuselages jusqu'à brûler la peau d'un mécanicien imprudent. Ces appareils ont été conçus à Southampton par un ingénieur britannique pour intercepter des bombardiers allemands à 9000 mètres au-dessus du Kent, dans le froid mordant de la stratosphère. On leur demande maintenant de mitrailler des combattants Viet Minh dans des rizières humides à 50 mètres d'altitude. Le moteur Rolls-Royce Merlin, calibré pour les altitudes d'Europe, surchauffe en quelques minutes dans l'air saturé d'humidité du delta du Mékong. Les pilotes français qui montent dans ces cockpits sont parfois les mêmes hommes qui volaient sur Spitfire au-dessus de la France occupée 5 ans plus tôt. Ils chassaient des Allemands pour libérer leur pays. Ils mitraillent maintenant des paysans pour conserver une colonie. Sur exactement le même avion. Le Spitfire restera en service dans l'armée de l'air française jusqu'au début des années 50. Plusieurs dizaines seront perdus en Indochine. Le dernier vol opérationnel d'un Spitfire français en Indochine a lieu en 1949, juste avant que l'avion soit définitivement remplacé par des appareils américains de génération suivante. 5 ans plus tard, la France perd Dien Bien Phu. La colonie est terminée. Et voici la dernière scène. Quelque part dans le delta du Mékong, en 1949, un Spitfire français abattu repose sur le flanc dans une rizière inondée. Le pilote a sauté à temps, il est sauvé. L'épave restera là pendant des années. Des enfants vietnamiens viendront jouer sur les ailes elliptiques que Reginald Mitchell avait dessinées en 1934. Sur l'un des panneaux du fuselage, sous la cocarde tricolore qui s'écaille au soleil, on devine encore une inscription effacée par le temps. Vickers Supermarine, Castle Bromwich, Birmingham. La machine que la France n'a jamais reçue quand elle en avait besoin meurt, des décennies plus tard, sous un drapeau français, dans un pays qui n'a jamais demandé sa visite. Si vous avez tenu jusqu'ici, laissez un pouce, ça aide vraiment la chaîne. Et puis posez-vous la question dans les commentaires. Si Churchill avait dit oui à Renault en mai 40, la France serait-elle vraiment tombée en 6 semaines, ou Londres serait-elle tombée à sa place quelques mois plus tard ? Abonnez-vous.
On a une histoire encore plus dérangeante pour la prochaine fois. La prochaine fois, on va parler d'un autre avion mythique, un chasseur soviétique qui a humilié les Américains au-dessus de la Corée pendant que Moscou et Washington faisaient semblant de ne pas se faire la guerre.